Mes amis, je vous annonçais il y a déjà longtemps les fiançailles de ma chère Elsbeth avec le prince de Mantoue. Je vous annonce aujourd'hui l'arrivée de ce prince. Ce soir peut-être, demain ou plus tard, il sera dans ce palais. Que ce soit un jour de fête pour tout le monde, que les prisons s'ouvrent et que le peuple passe la nuit dans les divertissements. Brutaine, où est ma fille? Sire, elle est dans le parc avec sa gouvernante. Pourquoi ne l'ai-je pas encore vue aujourd'hui? Est-elle triste ou gaie de ce mariage qui s'apprête? Il m'a paru que le visage de la princesse était voilé de quelque mélancolie. Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas la veille de ses noces? La mort de Saint-Jean l'a contrariée. Y penses-tu? La mort de mon bouffon? D'un plaisant de cour bossu et presque aveugle? Mais la princesse l'aimait. Dis-moi, Ruitaine, tu as vu le prince? Quel homme est-ce? Hélas, je lui donne ce que j'ai de plus précieux au monde et je ne le connais point. Où je suis demeuré fort peu de temps à Mantoue. Parle franchement. Par quels yeux puis-je voir la vérité si ce n'est par les tiens? En vérité, sire, je ne saurais rien dire sur le caractère et l'esprit du noble prince. En est-il ainsi? Tu hésites? Toi, courtisan? De combien d'éloges l'air de cette chambre serait déjà rempli, de combien d'hyperboles et de métaphores flatteuses, si le prince qui sera demain mon gendre t'avait paru digne de ce titre? Me serais-je trompé, mon ami? Aurais-je fait en lui un mauvais choix? Sire, le prince passe pour le meilleur des rois. La politique est une fine toile d'araignée dans laquelle se débattent bien des pauvres mouches mutilées. Je ne sacrifierai le bonheur de ma fille à aucun intérêt. Puisque c'est aujourd'hui le mariage de la princesse, buvons, fumons et tâchons de faire du tapage. Il serait bon de nous mêler à tout ce peuple qui court les rues et d'éteindre quelques lampions sur bonne tête de bourgeois. Allons donc, fumons tranquillement. Ah, je ne ferai rien tranquillement. Tu sais, je me faire battant de cloche et me pendre dans le bourdon de l'église, il faut que je carillonne un jour de fête. Où diable est donc Fantasio? Attendons-le, ne faisons rien sans lui. Oh, il le trouvera toujours. Il est à se griser dans quelques trous de la rue basse. Monsieur, je viens vous prier de vouloir bien aller plus loin si vous ne voulez point être dérangé dans votre gaieté. Pourquoi, mon capitaine? La princesse est en ce moment sur la terrasse que vous voyez et vous comprenez aisément qu'il n'est pas convenable que vos cris arrivent jusqu'à elle. Voilà qui est intolérable. Qu'est-ce que cela nous fait de rire ici ou ailleurs? Et qu'est-ce qui nous dit qu'ailleurs il nous sera permis de rire? Vous verrez qu'il sortira un drôle en habit vert de tous les pavés de la ville pour nous prier d'aller rire dans la lune. La princesse n'a jamais fait un acte de despotisme de sa vie. Que Dieu la conserve. Si elle ne veut pas qu'on rie, c'est qu'elle est triste ou qu'elle chante. Laissons-la en repos. Voilà un manteau rabattu qui flaire quelques nouvelles. Le gobe-mouche a envie de nous aborder. Je suis étranger, messieurs. À quelle occasion cette fête? La princesse Elsbeth se marie. Ah, c'est une belle femme. Enfin, à ce que je présume. Comme vous êtes un bel homme, vous l'avez dit. Mais de son peuple, si j'ose dire. Car il m'apparaît que tout est illuminé. Ah, tu ne te trompes pas, brave étranger. Tous ces lampions allumés que tu vois, comme tu l'as remarqué sagement, ne sont pas autre chose qu'une illumination.
Je voulais demander par là si la princesse est la cause de ces signes de joie. L'unique cause, puissant rhéteur. Nous aurions beau nous marier tous, il n'y aurait aucune espèce de joie dans cette ville ingrate. Heureuse la princesse qui sait se faire aimer de son peuple. Des lampions allumés ne font pas le bonheur d'un peuple, cher homme primitif. Cela n'empêche pas la susdite princesse d'être fantasque comme une bergeronnette. En vérité? Vous avez dit fantasque. Je l'ai dit, cher inconnu. Je me suis servi de ce mot. À qui diantre en veut ce baragouineur d'italien? Le voilà qui nous quitte pour aborder un autre groupe. Ils sont l'espion d'une lieue. Mais il ne sent rien du tout. Il est bête à faire plaisir. Ah, la Fantasio qui arrive. Mais qu'a-t-il donc? Il se dandine comme un conseiller de justice. Ou je me trompe fort, ou quelque lubie mûrie dans sa cervelle. Eh bien, amis, que ferons-nous de cette belle soirée? Tout, absolument. Or, un roman nouveau. Je disais qu'il faudrait se lancer dans cette canaille et nous divertir un peu. L'important serait d'avoir des nez de carton et des pétards. Prendre la taille aux filles, tirer les bourgeois par la queue et casser les lanternes. Allons, partons, voilà qui est dit. Il était une fois un roi de Perse. Viens donc, Fantasio. Je n'en suis pas, j'en suis pas. Pourquoi? Donnez-moi un verre de ça. Mais tu as le mois de mai sur les joues. C'est vrai. Et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée sans feu. Il n'y a que du vent et des cendres. Ça m'ennuie. Tout le monde s'amuse. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Allons, voyons. Dites-moi de grâce un calembour usé. Quelque chose de bien rebattu. Pourquoi? Pour que je ris. Je ne ris plus de ce qu'on invente, peut-être que je rirai de ce que je connais. Tu me parais un tant soit peu misanthrope et enclin à la mélancolie. Du tout. C'est que je viens de chez ma maîtresse. Oui ou non, es-tu des nôtres? Je suis des vôtres si vous êtes des miens. Restons un peu ici, à parler de choses et d'autres en regardant nos habits neufs. Oh, non, ma foi. Si tu es là d'être debout, je suis là d'être assis. Faut que je m'évertue en plein air. Je ne saurais m'évertuer. Je vais fumer sous ces marronniers avec ce brave Spark qui va me tenir compagnie, n'est-ce pas, Spark? Comme tu voudras. En ce cas, adieu. Nous allons voir la fête. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde-moi un peu cette vallée là-bas.
Ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. Je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac. Quelle bonne bière. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Toi, tu m'ennuies horriblement. Ça ne te fait rien de voir tous les jours les mêmes figures. Que diable Hartmann et Facio s'en vont-ils faire dans cette fête? Ce sont des gaillards actifs qui ne sauraient rester en place. Quelle admirable chose que les 1001 nuits. Oh, Spark. Mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Cela me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, quelle belle culotte de soie. Quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête 1 millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations, mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui. Un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains. Bois donc désœuvré au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. Et que si je mets le pied dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au collet. Voilà qui est fort gai, en effet. Où coucheras-tu ce soir? J'ai la première venue. Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Manques-tu d'argent, Henri? Veux-tu ma bourse? Imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Cela t'ennuiera à périr. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Remarque-tu une chose, Spark, c'est que nous n'avons point d'état. Nous n'exerçons aucune profession. C'est là ce qui t'attriste? Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Tu me fais l'effet d'être revenu de tout. Pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc. Eh bien donc. Où veux-tu que j'aille? Regarde. Cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place
de rues, de ruelles où je n'ai rôdé 30 fois. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ce talon usé. Pas de maison où je ne sache quelle est la fille. Ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Eh bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je m'y suis promené en 100 fois plus de sens dans cette cervelle délabrée. Moi, son seul habitant. Je m'y suis grisé dans tous les cabarets. Je m'y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré. J'y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique. Et je n'ose seulement pas y entrer maintenant comme un voleur. Une lanterne sourde à la main. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-même. Moi, quand je fume, ma pensée se fait fumer de tabac. Quand je bois, elle se fait vin d'Espagne ou bière des Flandres. Quand je baise la main de ma maîtresse, elle entre par le bout de ses doigts effilés pour se répandre dans tout son être sur des courants électriques. Me faut le parfum d'une fleur pour me distraire. Et de tout ce que renferme l'universelle nature, le plus chétif objet suffit pour me transformer en abeille et me faire voltiger ça et là avec un plaisir toujours nouveau. Tranchons le mot. Tu es capable de pêcher à la ligne. Si cela m'amuse, je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec les dents. Ça ne m'amuserait pas. Ah, qu'en sais-tu? Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Allons jouer aux 30 et 40. Oh non, en vérité. Pourquoi? Parce que nous perdrions notre argent. Oh. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas imaginer là? Tu ne sais quoi inventer pour te torturer l'esprit, hein? Tu vas donc tout en noir, misérable. Perdre notre argent. Tu n'as donc dans le cœur ni foi en Dieu, ni espérance. Tu es donc un athée épouvantable, capable de me dessécher le cœur et de me désabuser de tout, moi qui suis plein de sève et de jeunesse. En vérité, il y a de certains moments où je ne jurerais pas que tu n'es pas fou. Qu'on me donne une cloche de verre. À propos de quoi, une cloche? Jean-Paul n'a-t-il pas dit qu'un homme absorbé par une grande pensée est comme un plongeur sous sa cloche au milieu du vaste océan? Je n'ai point de cloche, Spark. Point de cloche. Mais je danse comme Jésus-Christ sur le vaste océan. Fais-toi journaliste ou homme de lettres, Henri. C'est encore le plus efficace moyen qu'il nous reste de désopiler la misanthropie et d'amortir l'imagination. Ah, je voudrais me passionner pour un homard à la moutarde, pour une grisette, pour une classe de minéraux. Spark, essayons de bâtir une maison à nous deux. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que tu rêves? Cela fera un joli recueil. Un sonnet vaut mieux qu'un long poème. Et un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet. Pourquoi ne voyages-tu pas? Va en Italie. J'y ai été. Eh bien, est-ce que tu ne trouves pas ce pays-là beau? Il y a une quantité de mouches grosses comme des hannetons qui vous piquent toute la nuit. Va en France. Il n'y a pas de bon vin du Rhin à Paris. Va en Angleterre. J'y suis. Est-ce que les Anglais ont une patrie? J'aime autant les voir ici que chez eux. Va donc au diable, alors. Ah.
S'il y avait un diable dans le ciel, s'il y avait un enfer, comme je me brûlerais la cervelle pour aller voir tout ça. Quelle misérable chose que l'homme. Ne pas seulement pouvoir sauter de sa fenêtre sans se casser les jambes. Être obligé de jouer du violon 10 ans pour devenir un musicien impassable. Apprendre pour être peintre, pour être palefrenier. Apprendre pour faire une omelette. Tiens, Spark, il me prend des envies de m'asseoir sur un parapet, de regarder couler la rivière et de me mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Jusqu'au jour de ma mort. Ce que tu dis là ferait rire bien des gens. Moi, cela me fait frémir. C'est l'histoire du siècle entier. L'éternité est une grande ère, d'où tous les siècles, comme de jeunes aiglons, se sont envolés pour traverser le ciel et disparaître. Le nôtre est arrivé à son tour au bord du nid, mais on lui a coupé les ailes. Et il attend la mort en regardant l'espace dans lequel il ne peut s'élancer. Tu m'appelles la vie. Appelle-moi ton âme. Car l'âme est immortelle et la vie est un jour. Connais-tu une plus divine romance que celle-là, Spa? C'est une romance portugaise. Elle ne m'est jamais venue à l'esprit sans me donner envie d'aimer quelqu'un. Qui, par exemple? Qui, je n'en sais rien. Quelques belles filles, toutes rondes comme les femmes de Miéris. Quelque chose de doux, comme le vent d'ouest, de pâle, comme les rayons de la lune. Quelque chose de pensif, comme ces petites servantes d'auberge des tableaux flamands qui donnent le coup de l'étrier à un voyageur à larges bottes, droit comme un piquet sur un grand cheval blanc. Quelle belle chose que le coup de l'étrier. Une jeune femme sur le pas de sa porte, le feu allumé qu'on aperçoit au fond de la chambre, le souper préparé, les enfants endormis, toute la tranquillité de la vie paisible et contemplative dans un coin du tableau. Et là, l'homme, encore haletant mais ferme sur la selle, ayant fait 20 lieues, en ayant 30 à faire, une gorgée d'eau de vie et adieu. La nuit est profonde là-bas, le temps menaçant, la forêt dangereuse. La bonne femme le suit des yeux 1 minute, puis elle laisse tomber en retournant à son feu cette sublime aumône du pauvre. Que Dieu le protège. Si tu étais amoureux, Henri, tu serais le plus heureux des hommes. L'amour n'existe plus, mon cher ami. La religion, sa nourrice, a les mamelles pendantes, comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. L'amour est une hostie qu'il faut briser en deux au pied d'un autel et avaler ensemble dans un baiser. Il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus d'amour. Vive la nature. Il y a encore du vin.
Tu vas te griser. Je vais me griser. Tu l'as dit. Il est un peu tard pour cela. Ah, mais qu'appelles-tu tard? Midi est tard, minuit est de bonne heure. Où prends-tu la journée? Non, restons là, Spark, je t'en prie. Buvons. Causons. Analysons, déraisonnons, faisons de la politique, imaginons des combinaisons de gouvernement, attrapons tous les hannetons qui passent autour de cette chandelle et mettons-les dans nos poches. Sais-tu que les canons à vapeur sont une belle chose en matière de philanthropie? Comment l'entends-tu? Il y avait une fois un roi qui était très sage. Très sage, très heureux. Très heureux. Après? La seule chose qui manquait à son bonheur était d'avoir des enfants. Il fit faire des prières publiques dans toutes les mosquées. Où veux-tu en venir? Je pense à mes chères mille et une nuits, c'est comme ça qu'elles commencent toutes. Tiens, Spark! Je suis gris! Faut que je fasse quelque chose. Tra-la-da, tra-da-di-da-di-da-di-da. Allons, levons-nous. Tra-da-di, tra-da-da-da-da, tra-da-da-da. Ouais, braves gens! Qui enterrez-vous là? Ce n'est pas l'heure maintenant d'enterrer proprement. Nous enterrons Saint-Jean. Saint-Jean est mort? Le bouffon du roi est mort? Qui donc a pris sa place? Le ministre de la Justice? Sa place est vacante. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Voilà une insolence que tu t'es bien attirée. À quoi songes-tu d'arrêter ces gens? Il n'y a rien là d'insolent. C'est un conseil d'amis que m'a donné cet homme et que je vais suivre à l'instant. Tu vas te faire bouffon de la cour. Cette nuit même, si l'on veut de moi, puisque je ne puis coucher chez moi, je veux me donner la représentation de cette royale comédie qui se jouera demain et de la loge du roi lui-même. Comme tu es fin. On te reconnaîtra et les laquais te mettront à la porte. N'es-tu pas le filleul de la foraine? Comme tu es bête. Je me mettrai une bosse et une perruque rousse comme la portait Saint-Jean et personne ne me reconnaîtra. Quand j'aurai 3 douzaines de parrains à mes trousses. Hé, brave homme! Ouvrez-moi si vous n'êtes pas sortis. Vous, votre femme et vos petits chiens. Que demande votre seigneurie? N'êtes-vous pas le tailleur de la cour? Pour vous servir. Est-ce vous qui habillez Saint-Jean? Oui, monsieur. Vous le connaissiez? Vous savez de quel côté était sa bosse? Comme il frisait sa moustache et quelle perruque il portait? Monsieur veut rire. Homme, je ne veux point rire. Entre dans ton arrière-boutique. Et si tu ne veux être empoisonné demain dans ton café au lait, songe à être muet comme la tombe sur tout ce qui va se passer ici. Colonel. Altesse. Eh bien, Marinoni. Mélancolique,
fantasque, d'une joie folle, soumise à son père, aimant beaucoup les pois verts. Écris cela, je ne comprends clairement que les écritures moulées en bâtarde. Écris à voix basse. Je rêve à un projet d'importance depuis mon dîner. Voilà, Altesse, ce que vous demandez. C'est bien. Je te nomme mon ami intime. Je ne connais pas dans tout mon royaume de plus belle écriture que la tienne. Assieds-toi. À quelque distance. Vous pensez donc, mon ami, que le caractère de la princesse, ma future épouse, vous est secrètement connu? Oui, Altesse. J'ai parcouru les alentours du palais et ces tablettes renferment les principaux traits des conversations différentes dans lesquelles je me suis immiscé. Il me semble que je suis poudré comme un homme de la dernière classe. L'habit est magnifique. Que dirais-tu, Marinoni, si tu voyais ton maître revêtir un simple frac olive? Votre Altesse se rit de ma crédulité. Non, colonel, apprends que ton maître est le plus romanesque des hommes. Romanesque, Altesse? Oui, mon ami. Je t'ai accordé ce titre. L'important projet que je médite est inouï dans ma famille. Je prétends arriver à la cour du roi mon beau-père dans l'habillement d'un simple aide de camp. Ce n'est pas assez d'avoir envoyé un homme de ma maison recueillir les bruits publics sur la future princesse de Mantoue et cet homme, Marinoni. Cette fois même, je veux encore observer par mes yeux. Est-il vrai, Altesse? Mais ne reste pas pétrifié. Un homme tel que moi ne doit avoir pour ami intime qu'un esprit vaste et entreprenant. Une seule chose me paraît devoir s'opposer au dessein de votre Altesse. Laquelle? L'idée d'un tel travestissement ne pouvait appartenir qu'au prince glorieux qui nous gouverne. Mais si mon gracieux prince est confondu parmi l'état-major, à qui le roi de Bavière fera-t-il les honneurs d'un festin splendide qui doit avoir lieu dans la grande galerie? Tu as raison. Si je me déguise, il faut que quelqu'un prenne ma place. Cela est impossible, Marinoni, je n'avais pas pensé à cela. Mais pourquoi impossible, Altesse? Je puis bien abaisser la dignité princière jusqu'au grade de colonel, mais comment peux-tu croire que je consentirais à élever jusqu'à mon rang un homme quelconque? Penses-tu d'ailleurs que le roi, mon futur beau-père, me le pardonnerait? Le roi passe pour un homme de beaucoup de sens et d'esprit. Avec une humeur agréable. Oh, ce n'est pas sans peine que je renonce à mon projet. Pénétrer dans cette cour nouvelle sans faste et sans bruit, observer tout, approcher de la princesse sous un faux nom et peut-être m'en faire aimer. Oh, mais je m'égare, cela est impossible. Marinoni, mon ami, essaye mon habit de cérémonie, je ne saurais y résister. Altesse? Penses-tu que les siècles futurs oublieront une pareille circonstance? Mais, gracieux prince! Viens essayer mon habit. Les pauvres gens en ont pleuré. Pleuré un torrent du ciel. C'est si bonne. Moi aussi, j'aimais Saint-Jean. Il avait tant d'esprit. Ce n'était point un bouffon ordinaire. Dire que le pauvre homme est allé là-haut la veille de vos fiançailles. Lui qui ne parlait que de vous, à dîner, à souper, tant que le jour durait. Un garçon si gai, si amusant qu'il faisait aimer la laideur et que les yeux le cherchaient toujours, en dépit d'eux-mêmes. Ne me parle pas de mon mariage, c'est encore là un plus grand malheur. Ne savez-vous pas que le prince de Mantoue arrive aujourd'hui? Ah, on dit que c'est un amadis. Que dis-tu là, ma chère? Il est horrible et idiot, tout le monde le sait déjà ici. En vérité, on m'avait dit que c'était un amadis.
Je ne demandais pas un homme à 10, ma chère. Mais cela est cruel quelquefois de n'être qu'une fille de roi. Mon père est le meilleur des hommes. Le mariage qu'il prépare assure la paix de son royaume. Il recevra en récompense la bénédiction d'un peuple. Mais moi, hélas, j'aurai la sienne et rien de plus. Comme vous parlez tristement. Si je refusais le prince, la guerre serait bientôt recommencée. Quel malheur que ces traités de paix se signent toujours avec des larmes. Je voudrais être une forte tête et me résigner à épouser le premier venu quand cela est nécessaire en politique. Être la mère d'un peuple, cela console les grands cœurs, mais non les têtes faibles. Je ne suis qu'une pauvre rêveuse. Peut-être la faute en est-elle à tes romans, tu en as toujours dans tes poches. Oh, Seigneur, n'en dites rien. J'ai peu connu la vie et j'ai beaucoup rêvé. Si le prince de Mantoue est tel que vous le dites, Dieu ne laissera pas cette affaire-là s'arranger, j'en suis sûre. Ah, tu crois. Dieu laisse faire les hommes, ma pauvre amie. Et il ne fait guère plus de cas de nos plaintes que du bêlement d'un mouton. Je suis sûre que si vous refusiez le prince, votre père ne vous forcerait pas. Non, certainement, il ne me forcerait pas. Et c'est pour cela que je me sacrifie. Veux-tu que j'aille dire à mon père d'oublier sa parole et de rayer d'un trait de plume son nom respectable sur un contrat qui fait des milliers d'heureux? Qu'importe qu'il fasse une malheureuse. Je laisse mon bon père être un bon roi. Ne pleure pas sur moi, ma bonne. Je me ferai peut-être pleurer moi-même, mais il ne faut pas qu'une royale fiancée ait les yeux rouges. Ne t'afflige pas de tout cela. Après tout, je serai une reine, et c'est peut-être amusant. Je prendrai peut-être goût à mes parures, que sais-je, à mes carrosses, à ma nouvelle cour. Heureusement qu'il y a pour une princesse autre chose dans un mariage qu'un mari. Je trouverai peut-être le bonheur au fond de ma corbeille de noces. Oh, vous êtes un vrai agneau, Pascal. Tiens, ma chère, commençons toujours par en rire, quitte à en pleurer quand il en sera temps. On dit que le prince de Mantoue est la plus ridicule chose du monde. Si Saint-Jean était là. Ah, Saint-Jean. Saint-Jean. Vous l'aimiez beaucoup, mon enfant. Cela est singulier. Son esprit m'attachait à lui avec des fils imperceptibles qui semblaient venir de mon cœur. Sa perpétuelle moquerie de mes idées romanesques me plaisait à l'excès. Tandis que je ne puis supporter qu'avec peine bien des gens qui abondent dans mon sens. Je ne sais ce qu'il y avait autour de lui. Dans ses yeux, dans ses gestes, dans la manière dont il prenait son tabac. C'était un homme bizarre. Tandis qu'il me parlait, il me passait devant les yeux des tableaux délicieux. Sa parole donnait la vie comme par enchantement aux choses les plus étranges. C'était un vrai Triboulet. Je n'en sais rien. Mais c'était un diamant d'esprit. Voilà des pages qui vont et viennent. Je crois que le prince ne va pas tarder à se montrer. Il vous faudrait retourner au palais pour vous habiller. Je t'en supplie. Laisse-moi un quart d'heure encore. Va préparer ce qu'il me faut. Hélas, ma chère, je n'ai plus longtemps à rêver. Mais est-il possible que ce mariage se fasse s'il vous déplaît? Un père sacrifier sa fille. Le roi serait un véritable jeté s'il le faisait. Ne dis pas de mal de mon père. Va, ma chère, prépare ce qu'il me faut. Il me semble qu'il y a quelqu'un derrière ces bosquets. Est-ce le fantôme de mon pauvre bouffon que j'aperçois dans ces bluets assis sur la prairie? Répondez-moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous là à cueillir ces fleurs? Je suis un brave cueilleur de fleurs qui souhaite le bonjour à vos beaux yeux. Que signifie cet accoutrement? Qui êtes-vous pour venir parodier sous cette large perruque un homme que j'ai aimé?
Êtes-vous écolier en bouffonnerie? Plaise à votre Altesse Sérénissime, je suis le nouveau bouffon du roi. Le majordome m'a reçu favorablement. Je suis présenté au valet de chambre. Les marmitons me protègent depuis hier au soir et je cueille modestement des fleurs en attendant qu'ils me viennent de l'esprit. Ça me paraît douteux que vous cueillez jamais cette fleur-là. Pourquoi l'esprit peut venir à un homme vieux, tout comme à une jeune fille? Cela est si difficile quelquefois de distinguer un trait spirituel d'une grosse sottise. Beaucoup parler, voilà l'important. Le plus mauvais tireur de pistolet peut attraper la mouche s'il tire 780 coups à la minute, tout aussi bien que le plus habile homme qui n'en tire qu'un ou deux bien ajustés. Je ne demande qu'à être nourri convenablement pour la grosseur de mon ventre, et je regarderai mon ombre au soleil pour voir si ma perruque pousse. En sorte que vous voilà revêtu des dépouilles de Saint-Jean. Vous avez raison de parler de votre ombre. Tant que vous porterez ce costume, elle lui ressemblera toujours, je crois. Plus que vous. Je fais en ce moment une élégie qui décidera de mon sort. En quelle façon? Elle prouvera clairement que je suis le premier homme du monde. Ou bien elle ne vaudra rien du tout. Je suis en train de bouleverser l'univers pour le mettre en acrostiche. La lune, le soleil et les étoiles se battent pour entrer dans mes rimes, comme des écoliers à la porte d'un théâtre de mélodrame. Pauvre homme. Quel métier tu entreprends? Faire de l'esprit à temps par heure. Mais n'as-tu ni bras ni jambes? Et ne ferais-tu pas mieux de labourer la terre que ta propre cervelle? Pauvre petite, quel métier vous entreprenez? Épouser un sot que vous n'avez jamais vu. N'avez-vous ni cœur ni tête? Et ne feriez-vous pas mieux de vendre vos robes que votre corps? Oh. Voilà qui est hardi. Monsieur le nouveau venu? Comment appelez-vous cette fleur-là? Une tulipe, que veux-tu prouver? Une tulipe rouge ou une tulipe bleue? Bleu, à ce qu'il me semble. Pas du tout. C'est une tulipe rouge. Veux-tu mettre un habit neuf à une vieille sentence? Tu n'en as pas besoin pour dire que du goût et des couleurs, il n'en faut pas disputer. Je ne dispute pas, je vous dis que cette tulipe est une tulipe rouge et cependant, je conviens qu'elle est bleue. Comment arranges-tu cela? Comme votre contrat de mariage. Qui peut savoir sous le soleil s'il est né bleu ou rouge? Les tulipes elles-mêmes n'en savent rien. Les jardiniers et les notaires font des greffes si extraordinaires que les pommes deviennent des citrouilles et que les chardons sortent de la mâchoire de l'âne pour s'inonder de sauce dans le plat d'argent d'un évêque. Cette tulipe que voilà s'attendait bien à être rouge, mais on l'a mariée. Elle est tout étonnée d'être bleue. C'est ainsi que le monde entier se métamorphose sous les mains de l'homme. Et la pauvre dame nature doit se rire parfois au nez de bon cœur quand elle mire dans ses lacs et dans ses mers son éternelle mascarade. Croyez-vous que cela sentit la rose dans le paradis de Moïse? Cela ne sentait que le foin vert. La rose est fille de la civilisation, c'est une marquise, comme vous et moi. La pâle fleur de l'aubépine peut devenir une rose et un chardon peut devenir un artichaut. Mais une fleur ne peut en devenir une autre. Ainsi qu'importe à la nature, on ne la change pas. On l'embellit ou on la tue.
La plus chétive, Violette, mourrait plutôt que de céder, si l'on voulait, par des moyens artificiels, altérer sa forme d'une étamine. C'est pourquoi je fais plus de cas d'une Violette que d'une fille de roi. Il y a de certaines choses que les bouffons eux-mêmes n'ont pas le droit de railler. Fais-y attention. Et si tu as écouté la conversation avec ma gouvernante, prends garde à tes oreilles. Non pas à mes oreilles, mais à ma langue. Vous vous trompez de sens. Il y a une erreur de sens dans vos paroles. Ne me fais pas de calembours si tu veux gagner ton argent. Et ne me compare plus à des tulipes si tu ne veux pas gagner autre chose. Qui sait? Un calembour console de bien des chagrins. Et jouer avec les mots est un moyen comme un autre de jouer avec les pensées, les actions et les êtres. Tout est calembour ici-bas. Et il est aussi difficile de distinguer le regard d'un enfant de 4 ans que le galimatia de 3 drames modernes. Tu me fais l'effet de regarder le monde à travers un prisme tant soit peu changeant. Chacun a ses lunettes, mais personne ne sait au juste de quelle couleur en sont les verres. Qui est-ce qui pourra me dire au juste si je suis heureux ou malheureux, bon ou mauvais, triste ou gai, bête ou spirituel? Tu es laid, du moins, c'est certain. Pas plus certain que votre beauté. Voilà votre père qui vient avec votre futur mari. Qui est-ce qui peut savoir si vous l'épouserez? Puisque je ne puis éviter la rencontre du prince de Mantoue, je ferai tout aussi bien d'aller au-devant de lui. Prince, voici ma fille. Pardonnez-lui cette toilette de jardinière. Vous êtes ici chez un bourgeois qui en gouverne d'autres, et notre étiquette est aussi indulgente pour nous-mêmes que pour eux. Permettez-moi de baiser cette main charmante, madame. Si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. Votre Altesse m'excusera si je rentre au palais. Je la verrai, je pense, d'une manière plus convenable à la présentation de ce soir. La princesse a raison. Voilà une divine pudeur. Quelle est donc cette tête de con qui vous suit comme votre ombre? Il m'est insupportable de l'entendre ajouter une remarque inepte à tout ce que nous disons. Renvoyez-le, je vous en prie. Oh, c'est fort adroit de ta part de lui avoir persuadé de m'éloigner. Oui, je vais tâcher de joindre la princesse et de lui toucher quelques mots délicats sans faire semblant de rien. Cette tête de camp est un imbécile, mon ami. Que pouvez-vous faire de cet homme-là? Papa, sont quelque part plus avant, si votre majesté le permet. Je crois apercevoir un kiosque tout à fait charmant dans ce bocage. Oh. Mon déguisement me réussit à merveille. J'observe et je me fais aimer. Jusqu'ici, tout va au gré de mes souhaits. Le père me paraît un grand roi, quoique trop sans façon, et je m'étonnerais si je ne lui avais plu tout d'abord. J'aperçois la princesse qui rentre au palais. Le hasard me favorise singulièrement. Altesse. Permettez à un fidèle serviteur de votre futur époux de vous offrir les félicitations sincères que son cœur humble et dévoué ne peut contenir en vous voyant.
Heureux les grands de la terre, ils peuvent vous épouser, moi je ne le puis, cela m'est tout à fait impossible. Je suis d'une naissance obscure, je n'ai pour tout bien qu'un nom redoutable à l'ennemi, un cœur pur et sans tache bas sous ce modeste uniforme. Je suis un pauvre soldat, criblé de balles des pieds à la tête, je n'ai pas un ducat. Je suis solitaire et exilé hors de ma terre natale comme de ma patrie céleste, c'est-à-dire du paradis de mes rêves. Je n'ai pas un cœur de femme à serrer sur mon cœur. Je suis maudit et silencieux. Que me voulez-vous, mon cher monsieur? Êtes-vous fou ou demandez-vous l'aumône? Qu'il serait difficile de trouver des paroles pour exprimer ce que j'éprouve. Je vous ai vu passer toute seule dans cette allée. J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous offrir ma compagnie jusqu'à la poterne et de me jeter à vos pieds. Ah, je vous suis très obligée. Rendez-moi le service de me laisser tranquille. Aurais-je eu tort de l'aborder? Mais il le fallait cependant, puisque j'ai le projet de la séduire sous cet habit supposé. Oui, j'ai bien fait de l'aborder. Cependant, elle m'a répondu d'une manière désagréable. Je n'aurais peut-être pas dû lui parler si vivement. Il fallait pourtant bien, puisque son mariage est presque assuré, et que je suis censé devoir supplanter Marinoni qui me remplace. J'ai eu raison de lui parler vivement. Mais la réponse est désagréable. Aurait-elle un cœur dur et faux? Il serait bon de sonder adroitement la chose. Quel métier délicieux que celui de bouffon. J'étais gris, je crois, hier soir lorsque j'ai pris ce costume et que je me suis présenté au palais. Mais en vérité, jamais la saine raison ne m'a rien inspiré qui valut cet acte de folie. J'arrive et me voilà reçu, choyé, enregistré, et ce qu'il y a de mieux encore, oublié. Je vais et viens dans ce palais comme si je l'avais habité toute ma vie. Tout à l'heure, j'ai rencontré le roi. Il n'a pas même eu la curiosité de me regarder. Son bouffon étant mort, on lui a dit « Sire, en voilà un autre ». C'est admirable. Dieu merci, voilà ma cervelle à l'aise. Je puis faire toutes les balivernes possibles sans qu'on me dise rien pour m'en empêcher. Je suis un des animaux domestiques du roi de Bavière. Et si je veux, tant que je garderai ma bosse et ma perruque, on me laissera vivre jusqu'à ma mort entre un épagnol et une pintade. En attendant, mes créanciers peuvent se casser le nez contre ma porte tout à leur aise. Je suis aussi bien en sûreté ici, sous cette perruque, que dans les Indes occidentales. N'est-ce pas la princesse que j'aperçois dans la chambre voisine à travers cette glace? Elle rajuste son voile de noces. Deux longues larmes coulent sur ses joues. En voilà une qui se détache comme une perle et qui tombe sur sa poitrine. Pauvre petite. J'ai entendu ce matin sa conversation avec sa gouvernante. En vérité, c'était par hasard. J'étais assis sur le gazon sans autre dessein que celui de dormir. Et maintenant, la voilà qui pleure. Et qui ne se doute guère que je la vois encore. Ah, si j'étais un écolier de rhétorique, comme je réfléchirais profondément sur cette misère couronnée, sur cette pauvre brebis à qui on met un ruban rose au cou pour l'amener à la boucherie. Cette petite fille est sans doute romanesque. Il lui est cruel d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Cependant, elle se sacrifie en silence. Que le hasard
et capricieux. Il faut que je me grise, que je rencontre l'enterrement de Saint-Jean, que je prenne son costume et sa place, que je fasse enfin la plus grande folie de la terre, pour venir voir tomber à travers cette glace les 2 seules larmes que cet enfant versera peut-être sur son triste voile de fiancée. Tu n'es qu'un sot, colonel. Votre Altesse se trompe sur mon compte de la manière la plus pénible. Tu es un maître butor. Ne pouvais-tu empêcher cela? Je te confie le plus grand projet qui se soit enfanté depuis une suite d'années incalculables, et toi, mon meilleur ami, mon plus fidèle serviteur, tu entasses bêtise sur bêtise. Ah non, non! Non, tu as beau dire, cela n'est point pardonnable. Puis-je empêcher votre Altesse de s'attirer les désagréments qui sont la suite nécessaire du rôle supposé qu'elle joue? Vous m'ordonnez de prendre votre nom et de me comporter en véritable prince de Mantoue. Puis-je empêcher le roi de Bavière de faire un affront à mon aide de camp? Vous aviez tort de vous mêler de nos affaires. Je voudrais bien qu'un maraud comme toi se mêlât de me donner des ordres. Considérez cependant, Altesse, qu'il faut que je sois le prince ou que je sois l'aide de camp. C'est par votre ordre que j'agis. Me dire que je suis un impertinent en présence de toute la cour parce que j'ai voulu baiser la main de la princesse. Je suis prêt à lui déclarer la guerre et à retourner dans mes états pour me mettre à la tête de mes armées. Songez, Altesse, que ce mauvais compliment s'adresse à l'aide de camp et non au prince. Prétendez-vous qu'on vous respecte sous ce déguisement? Il suffit, rends-moi mon habit. Si mon souverain l'exige, je suis prêt à mourir pour lui. En vérité, je ne sais que résoudre. D'un côté, je suis furieux de ce qui m'arrivait, et d'un autre, je suis désolé de renoncer à mon projet. Oui, la princesse ne paraît pas répondre indifféremment aux mots à double entente dont je ne cesse de la poursuivre. Déjà, je suis parvenu 2 ou 3 fois à lui dire à l'oreille des choses incroyables. Viens, réfléchissons à tout cela. Que ferais-je, Altesse? Remets-le et rentrons au palais. Ma fille, il faut répondre franchement à ce que je vous demande. Ce mariage vous déplaît-il? C'est à vous, sire, de répondre vous-même. Il me plaît s'il vous plaît. Il me déplaît s'il vous déplaît. Le prince m'a paru être un homme ordinaire dont il est difficile de rien dire. La sottise de son aide de camp lui fait seul tort dans mon esprit. Quant à lui, c'est peut-être un prince, mais ce n'est pas un homme élevé. Non. Il n'y a rien en lui qui me repousse ou qui m'attire. Que puis-je te dire là-dessus? Le cœur des femmes a des secrets que je ne puis connaître. Elles se font des héros parfois si étranges. Elles saisissent si singulièrement un ou deux côtés d'un homme qu'on leur présente qu'il est impossible de juger pour elles tant qu'on n'est pas guidé par quelques points tout à fait sensibles. Dis-moi donc clairement ce que tu penses de ton fiancé. Je pense qu'il est le prince de Mantoue et que la guerre recommencera demain entre lui et vous si je ne l'épouse pas. Cela est certain, mon enfant. Je pense donc que je l'épouserai et que la guerre sera finie. Que les bénédictions de mon peuple te rendent grâce pour ton père. Oh, ma fille chérie. Je serais heureux de cette alliance, mais je ne voudrais pas voir dans ces beaux yeux cette tristesse qui dément leur résignation. Réfléchis encore quelques jours. Te voilà, pauvre garçon. Comment te plais-tu ici? Comme un oiseau en liberté. Tu m'aurais mieux répondu si tu avais dit comme un oiseau en cage. Ce palais en est une assez belle. Cependant, c'en est une. La dimension d'un palais ou d'une chambre ne fait pas l'homme plus ou moins libre. Le corps se remue où il peut. L'imagination ouvre quelquefois des ailes grandes comme le ciel dans un cachot grand comme la main. Ainsi donc, tu es un heureux fou? Très heureux. Je fais la conversation avec les petits chiens et les marmitons. Il y a là un roquet, pas plus haut que cela, dans la cuisine, qui m'a dit des choses charmantes. Oh, en quel langage?
dans le style le plus pur. Il ne ferait pas une seule faute de grammaire dans tout l'espace d'une année. Pourrais-je entendre quelques mots de ce style? En vérité, je ne le voudrais pas. C'est une langue qui est particulière. Il n'y a pas que les roquets qui la parlent. Les arbres et les grains de blé eux-mêmes la savent aussi, mais les filles de rois ne la savent pas. À quand votre noce? Dans quelques jours, tout sera fini. C'est-à-dire, tout sera commencé. Je compte vous offrir un présent de ma main. Quel présent? Je suis curieuse de cela. Je compte vous offrir un joli petit serin empaillé qui chante comme un rossignol. Comment peut-il chanter s'il est empaillé? Il chante parfaitement. Non, en vérité, tu te moques de moi avec un rare acharnement. Point du tout. Mon serin a une petite serinette dans le ventre. On pousse tout doucement un petit ressort sous la patte gauche et il chante tous les opéras nouveaux, exactement comme Mademoiselle Grisi. C'est une invention de ton esprit, sans doute. En aucune façon. C'est un serin de cour. Il y a beaucoup de petites filles très bien élevées qui n'ont pas d'autre procédé que celui-là. Elles ont un petit ressort sous le bras gauche, un joli petit ressort en diamant fin, comme la montre d'un petit maître. Le gouverneur ou la gouvernante fait jouer le ressort, et vous voyez aussitôt les lèvres s'ouvrir avec le sourire le plus gracieux. Une charmante cascatelle de paroles mielleuses sort avec le plus doux murmure, et toutes les convenances sociales, pareilles à des nymphes légères, se mettent aussitôt à dansoter sur la pointe du pied autour de la fontaine merveilleuse. Le prétendu ouvre des yeux ébahis, l'assistance chuchote avec indulgence, et le père, rempli d'un secret contentement, regarde avec orgueil les boucles d'or de ses souliers. Tu parais revenir volontiers sur de certains sujets. Dis-moi, bouffon, que t'ont donc fait ces pauvres jeunes filles pour que tu en fasses si gaiement la satire? Le respect d'aucun devoir ne peut-il trouver grâce devant toi? Je respecte fort la laideur. C'est pourquoi je me respecte moi-même si profondément. Tu parais quelquefois en savoir plus que tu n'en dis. D'où viens-tu donc et qui es-tu pour que, depuis un jour que tu es ici, tu saches déjà pénétrer des mystères que les princes eux-mêmes ne soupçonneront jamais? Est-ce à moi que s'adressent tes folies? Ou est-ce au hasard que tu parles? C'est au hasard. Je parle beaucoup au hasard. C'est mon plus cher confident. Il semble en effet t'avoir appris ce que tu ne devrais pas connaître. Je croirais volontiers que tu épies mes actions et mes paroles. Dieu le sait. Que vous importe? Plus que tu ne peux penser. Tantôt dans cette chambre, pendant que je mettais mon voile, j'ai entendu marcher tout à coup derrière la tapisserie. Je me trompe fort si ce n'était toi qui marchais. Soyez sûr que cela reste entre votre mouchoir et moi. Je ne suis pas plus indiscret que je ne suis curieux. Quel plaisir pourrait me faire vos chagrins? Quel chagrin pourrait me faire vos plaisirs? Vous êtes ceci et moi cela. Vous êtes jeune et moi je suis vieux, belle et je suis laid, riche et je suis pauvre. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre nous. Que vous importe que le hasard ait croisé sur sa grande route deux roues qui ne suivent pas la même ornière et qui ne peuvent marquer sur la même poussière. Est-ce ma faute s'il m'est tombé tandis que je dormais une de vos larmes sur la joue? Tu me parles sous la forme d'un homme que j'ai aimé, et voilà pourquoi, malgré moi, je t'écoute. Mes yeux croient voir Saint-Jean. Mais peut-être n'es-tu qu'un espion. À quoi cela me servirait-il? Quand il serait vrai que votre mariage vous coûterait quelques larmes, et quand je l'aurais appris par hasard, qu'est-ce que je gagnerais à l'aller raconter? On ne me donnerait pas une pistole pour cela et on ne vous mettrait pas au cabinet noir. Je comprends très bien qu'il doit être assez ennuyeux d'épouser le prince de Mantoue. Mais, après tout, ce n'est pas moi qui en suis chargé. Demain,
ou après-demain, vous serez parti pour Mantoue avec votre robe de noces. Et moi, je serai encore sur ce tabouret avec mes vieilles choses. Pourquoi voulez-vous que je vous en veuille? Je n'ai pas de raison pour désirer votre mort. Vous ne m'avez jamais prêté d'argent. Tenez, voilà votre gouvernante qui arrive avec des mystères à plein ses poches. Savez-vous une chose terrible, ma chère Elsbeth? Que veux-tu dire? Tu es toute tremblante. Le prince n'est pas le prince, ni l'aide de camp non plus. C'est un vrai conte de fées. Quel imbroglium fais-tu là? Chut. C'est un officier du prince lui-même qui vient de me le dire. Le prince de Mantoue est un véritable Amaviva. Il est déguisé et caché parmi les aides de camp. Ah, il aura voulu sans doute chercher à vous connaître et à vous voir d'une manière féerique. Il est déguisé, le dit Seigneur. Il est déguisé comme l'un d'or. Celui qu'on vous a présenté comme votre futur époux n'est qu'un aide de camp nommé Marie-Denis. Oh, ce n'est pas possible. Mais cela est certain. Certain, 1000 fois, le digne homme est déguisé. Il est impossible de le reconnaître. Ah, c'est une chose extraordinaire. Tu t'y as fait, dis-tu, d'un officier? D'un officier du prince. Vous pouvez le lui demander à lui-même. Et il ne t'a pas montré parmi les aides de camp le véritable prince de Mantoue? Figurez-vous qu'il en tremblait lui-même, le pauvre homme, de ce qu'il me disait. Il ne m'a confié son secret que parce qu'il désire vous être agréable et qu'il savait que je vous préviendrais. Quant à Marie-Denis, cela est positif. Mais pour ce qui est du prince véritable, il ne me l'a pas montré. Ça me donnerait quelque chose à penser, si c'était vrai. Viens, amène-moi cet officier. Mais qu'y a-t-il, Flanel? Je parais en haleine. Oh, madame, c'est une chose à en mourir de rire. Je n'ose parler devant votre Altesse. Oh, mais parle, qu'y-a-t-il encore de nouveau? Au moment où le prince de Mantoue entrait à cheval dans la cour, à la tête de son état-major, sa perruque s'est enlevée dans l'air et a disparu tout à coup. Pourquoi cela? Quelle niaiserie! Madame, je veux mourir si ce n'est pas la vérité. La perruque s'est enlevée en l'air au bout d'un hameçon et nous l'avons retrouvée dans l'office à côté d'une bouteille cassée. On ignore bien peut cette plaisanterie, mais le duc n'en est pas moins furieux. Il a juré que si l'auteur n'est pas puni de mort, il déclarera la guerre au roi votre père et mettra tout à feu et à sang. Oh là là! Viens, chère mère. Mon sérieux commence à m'abandonner. Eh bien, quelle nouvelle? Attends, le bouffon du roi est en prison. C'est lui qui a enlevé la perruque du prince. Le bouffon est en prison? Et sur l'ordre du prince? Oui, Altesse. Viens, chère mère. Il faut que je parle. Non, non, laisse-moi me démasquer, il est temps que j'éclate. Cela ne se passera pas ainsi. Feu et sang! Une perruque royale au bout d'un hameçon. Sommes-nous chez les barbares? Dans les déserts de la Sibérie? Y a-t-il encore sous le soleil quelque chose de civilisé et de convenable? J'écume de colère et les yeux me sortent de la tête. Vous perdez tout par cette violence. Et ce père, ce roi de Bavière, ce monarque vanté dans tous les almanachs de l'année passée, cet homme qui a un extérieur si décent, qui s'exprime en termes si mesurés, et qui se met à rire en voyant la perruque de son gendre voler dans les airs. Car enfin, Marie-Denis, je conviens que c'est ta perruque qui a été enlevée. Mais n'est-ce pas toujours celle du prince de Mantoue, puisque c'est lui que l'on croit voir en toi? Quand je pense que si c'eût été moi en chair et en os, ma perruque aurait peut-être... Ah, il y a une providence, lorsque Dieu m'a envoyé tout d'un coup l'idée de me travestir. Lorsque cet éclair a traversé ma pensée, il faut que je me travestisse. Ce fatal événement était prévu par le destin. C'est lui qui a sauvé de l'affront le plus épouvantable la tête qui gouverne mes peuples.
Mais par le ciel, tout sera connu. C'est trop longtemps trahir ma dignité, puisque les majestés divines et humaines sont impitoyablement violées et lacérées, puisqu'il n'y a plus chez les hommes de notion de bien et du mal, puisque le roi de plusieurs milliers d'hommes éclate de rire comme un palefrenier à la vue d'une perruque. Marinoni, rends-moi mon habit. Si Sa Majesté le commande, je suis prêt à souffrir pour lui 1000 tortures. Je connais ton dévouement. Viens. Je vais dire au roi son fait en propres termes. Vous refusez la main de la princesse? Elle vous a cependant lorgné d'une manière évidente pendant tout le dîner. Tu crois? Oh, je me perds dans un abîme de perplexité. Viens toujours, allons chez le roi. Que faut-il faire, Altesse? Remets-le pour un instant. Tu me le rendras tout à l'heure. Ils seront bien plus pétrifiés en m'entendant prendre le ton qui me convient sous ce frac de couleur foncée. Je ne sais s'il y a une providence, mais c'est amusant d'y croire. Voilà pourtant une pauvre petite princesse qui allait épouser à son corps défendant un animal immonde, un cuistre de province à qui le hasard a laissé tomber sur la tête une couronne comme l'aigle déchile sa tortue. Tout était préparé, les chandelles allumées, le prétendu poudré, la pauvre petite confessée. Elle avait essuyé les 2 charmantes larmes que j'ai vues couler ce matin. Rien ne manquait que 2 ou 3 capucinades pour que le malheur de sa vie fût en règle. Il y avait dans tout cela la fortune de 2 royaumes, la tranquillité de 2 peuples. Et il faut que j'imagine de me déguiser en bossu pour venir me griser de rechef dans l'office de notre bon roi et pour pêcher au bout d'une ficelle la perruque de son cher allié. En vérité, lorsque je suis gris, je crois que j'ai quelque chose de surhumain. Voilà le mariage manqué et tout remis en question. Le prince de Mantoue a demandé ma tête en échange de sa perruque. Le roi de Bavière a trouvé la peine un peu forte et n'a consenti qu'à la prison. Le prince de Mantoue, grâce à Dieu, est si bête qu'il se ferait plutôt couper en morceaux que d'en démordre. Ainsi, la princesse reste fille. Du moins pour cette fois. S'il n'y a pas là le sujet d'un poème épique en 12 chants, je ne m'y connais pas. Pope et Boileau ont fait des vers admirables sur des sujets bien moins importants. Ah, si j'étais poète, comme je peindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs. Mais celui qui est capable de faire de pareilles choses dédaigne de les écrire. Ainsi, la postérité s'en passera. Il dort. Vous voyez, cela n'est pas douteux. Il a ôté sa perruque postiche, sa difformité a disparu en même temps. Le voilà tel qu'il est, tel que ces peuples le voient sur son char de triomphe. C'est le noble prince de Mantoue. Oui, c'est lui. Voilà ma curiosité satisfaite, je voulais voir son visage et rien de plus. Laisse-moi me pencher sur lui. Psyché, prends garde à ta goutte d'huile. Il est beau comme un vrai Jésus. Pourquoi m'as-tu donné à lire tant de romances et de contes de fées? Pourquoi as-tu semé dans ma pauvre pensée tant de fleurs étranges et mystérieuses? Comme vous voilà ému sur la pointe de vos petits pieds. Il s'éveille. Allons-y. Est-ce un rêve? Je tiens le coin d'une robe blanche. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. C'est vous, princesse? Si c'est la grâce du bouffon du roi que vous m'apportez si divinement, laissez-moi remettre ma bosse et ma perruque. Ça sera fait dans un instant. Oh, prince,
Qu'il vous sied mal de nous tromper ainsi. Ne reprenez pas ce costume, nous savons tout. Prince? Où envoyez-vous un? À quoi sert-il de dissimuler? Je ne dissimule pas le moins du monde. Par quel hasard m'appelez-vous prince? Je connais mes devoirs envers votre Altesse. Madame, je vous supplie de m'expliquer les paroles de cette honnête dame. Y a-t-il réellement quelque méprise extravagante ou suis-je l'objet d'une raillerie? Pourquoi le demander lorsque c'est vous-même qui raillez? Suis-je donc un prince, par hasard? Et concevrait-on quelques soupçons sur l'honneur de ma mère? Qui êtes-vous si vous n'êtes pas le prince de Mantoue? Mon nom est Fantasio. Je suis un bourgeois de Munich. Un bourgeois de Munich? Mais pourquoi êtes-vous déguisé? Que faites-vous ici? Madame, je vous supplie de me pardonner. Que veut dire cela? Relevez-vous, homme, et sortez d'ici. Je vous fais grâce d'une punition que vous mériteriez peut-être. Qui vous a poussé à cette action? Excusez-moi, je n'ose l'avouer. Sortons, Elsbeth. Ne vous exposez pas à entendre des discours indignes de vous. Cet homme est un voleur ou un insolent qui va vous parler d'amour. Je veux savoir la raison qui vous a fait prendre ce costume. Madame, je suis criblé de dettes. Mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. À l'heure où je vous parle, mes meubles sont vendus. Et si je n'étais dans cette prison, je serais dans une autre. On a dû venir m'arrêter hier au soir, ne sachant où passer la nuit, ni comment me soustraire aux poursuites des huissiers. J'ai imaginé de prendre ce costume et de venir me réfugier au pied du roi. Si vous me rendez la liberté, on va me prendre au collet. Mon oncle est un avare qui vit de pommes de terre et de radis et qui me laisse mourir de faim dans tous les cabarets du royaume. Puisque vous voulez le savoir, je dois 20 000 écus. Cela est-il vrai? Si je mens, je consens à les payer. Voilà des chevaux qui passent. Oh, c'est le roi en personne. Si je pouvais faire signe à un page. Oh là, Flamel! Où allez-vous donc? Le prince de Mantoue va partir. Le prince de Mantoue? Oui, la guerre est déclarée. Il y a eu entre lui et le roi une scène épouvantable devant toute la cour. Et le mariage de la princesse est rompu. Vous avez fait manquer mon mariage. Seigneur Dieu! Le prince de Mantoue s'en va? Je ne l'aurais pas vu. Si la guerre est déclarée, quel malheur. Vous appelez cela un malheur, Altesse? Aimeriez-vous mieux un mari qui prend fait et cause pour sa perruque? Ah, madame, si la guerre est déclarée, nous saurons quoi faire de nos bras. Les oisifs de nos promenades mettront leurs uniformes. Moi-même, je prendrai mon fusil de chasse, s'il n'est pas encore vendu. Nous irons faire un tour d'Italie. Et si vous entrez jamais à Mantoue, ce sera comme une véritable reine, sans qu'il y ait besoin pour cela d'autres cierges que nos épées. Fantasio, veux-tu rester le bouffon de mon père? Je te paie tes 20 000 écus. Je le voudrais de grand cœur, mais en vérité, si j'y étais forcé, je sauterais par la fenêtre pour me sauver un de ces jours. Tu vois que Saint-Jean est mort, il nous faut absolument un bouffon. J'aime ce métier plus que tout autre, mais je ne puis faire aucun métier. Si vous trouvez que ça vaille 20 000 écus de vous avoir débarrassé du prince de Mantoue, donnez-les-moi et ne payez pas mes dettes. Un gentilhomme sans dette ne saurait où se présenter. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de me trouver sans dette. Eh bien, je te les donne. Mais prends la clé de mon jardin. Le jour où tu t'ennuieras d'être poursuivi par tes créanciers, viens te cacher dans les bluets où je t'ai trouvé ce matin. Aie soin de prendre ta perruque et ton habit bariolé. Ne parais pas devant moi sans cette taille contrefaite et ces grelots d'argent, car c'est ainsi que tu m'as plu. Tu redeviendras mon bouffon pour le temps qu'il te plaira de l'être, et puis
Tu iras à tes affaires. Maintenant, tu peux t'en aller. La porte est ouverte. Est-il possible que le prince de Mantoue soit parti sans que je l'ai vu?